Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop pour toutes les informations. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Alioune Tine, président d'Africa Jom Center. Alioune Tine, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Je voudrais te saluer. Et je ne peux pas venir ici aussi sans saluer Youssou. Oui. Et puis lui faire mon ziara parce que je l'ai aperçu là-bas. Je pense qu'il est de retour. À la Kaaba, oui. Absolument, je l'ai vu effectivement embrasser la Kaaba. Depuis plusieurs jours, oui. Absolument. Alors, on va parler avec vous ce soir de l'actualité, mais beaucoup de justice avec ce qui s'est passé cette semaine, la sortie du président de la République. Il y a également la sortie du ministre de la Justice. Le président qui, le 4 avril, a dit qu'il fallait faire pression sur la justice pour que cette justice fasse son travail. Alors que 2 jours avant, si je ne m'abuse, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, a rejeté toute pression d'où qu'elle pourrait venir. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette situation? Écoutez, moi je pense qu'il faut que le nouveau pouvoir, qui aujourd'hui est dans une ligne de rupture par rapport au passé, qu'il évite vraiment de répéter les erreurs du passé, surtout par rapport à la question de la reddition des comptes, où des décisions de justice ont été invalidées par des juridictions régionales ou des juridictions internationales. On l'a vu avec Khalifa Sall, on l'a vu aussi avec Karim Wade. Et d'ailleurs, où aujourd'hui, parmi des gens qui ont été jugés et condamnés dans des conditions d'ailleurs, je dirais, tragiques, aujourd'hui c'est l'État sénégalais qui leur doit des milliards. Donc, je pense qu'il faut laisser le soin à la justice d'aller à son rythme, d'aller à sa cadence et de leur donner aux magistrats tous les moyens, toutes les ressources disponibles par rapport à cet enjeu que vraiment les Sénégalais suivent avec même passion. D'abord, c'est la reddition des comptes. 2, aussi, c'est par rapport aux événements tragiques qui ont eu lieu. Donc, c'est énorme pour la justice sénégalaise, alors que la justice ne remplit même pas les conditions que demande, si vous voulez, sur le plan international, 1% du budget. Donc, nous disons, la question de la séparation des pouvoirs, c'est ça qui permet d'avoir l'état de droit et d'avoir un équilibre des pouvoirs. Et puis, le respect de l'état de droit, c'est d'avoir un État qui respecte ses propres lois. Mais il faut que ces propres lois aussi soient conformes vraiment aux droits fondamentaux de l'homme et soient conformes également aux obligations internationales de l'État. Ça, c'est extrêmement important. Et puisque nous sommes dans le Djubbanti, nous estimons qu'il faut rester dans le sillage de Djubbanti. C'est pour ça, voyez, moi j'ai vu 2 choses. Les attaques contre la Cour suprême, contre la Cour des comptes. Moi, je connais les gens de la Cour des comptes. Il y a d'ailleurs le magistrat Alioune Niane qui a fait une sortie pour revendiquer et même peut-être conforter leur posture d'indépendance. Exactement. C'est déjà... C'est l'autre problème, Alioune Tine. Quand on entend le président faire machine arrière quant à sa présence à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'on peut avoir l'équilibre des pouvoirs que vous évoquiez tantôt, quand on sait que ce pouvoir judiciaire est une émanation du pouvoir exécutif, en quelque sorte? Bon, c'est compliqué. Si, c'est-à-dire, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est comme une espèce de révolution. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé, la crise, nous l'avons dépassée, et beaucoup de gens sur le plan national, sur le plan régional comme international, c'est la justice, c'est le Conseil constitutionnel qui nous a sauvés. En dernière instance. Et donc, il y a eu une forme de résistance en dernière instance. Et c'est une espèce de remontée de la justice sénégalaise. Donc, il faut continuer la remontée de la justice sénégalaise en respectant, si vous voulez, qu'on appelle l'indépendance et l'impartialité des magistrats. C'est ça aussi. Et puis, respecter aussi les critères vraiment d'une justice équitable, c'est fondamental. Et de mon point de vue, je pense on y est.
Et il faut que l'opposition, parce que quand même c'est l'opposition qui attaque la Cour des comptes, arrête, respecte la Cour des comptes, parce que quand même c'est des gens d'élite qui travaillent bien. Et il faut que le pouvoir aussi laisse la justice, arrête les pressions. Et c'est pour ça que je soutiens Alunia qui dit qu'ils sont là, mais ils n'accepteront la pression d'aucun pouvoir. Et nous soutenons aussi le ministre de la Justice dans ce qu'il a dit. Le ministre de la Justice, le seul fait qu'il ait été nommé ministre de la Justice pendant cette période, tout le monde a applaudi parce qu'il a été un magistrat. Moi, j'en suis quand même, j'ai fait l'expérience très concrète. Il a été un magistrat indépendant. Et ce qu'il a dit, ça correspond à des convictions très profondes qu'il porte. Et de mon point de vue, je pense que le chef de l'État doit soutenir ce ministre, le Premier ministre aussi doit soutenir ce ministre. Le Premier ministre, nous l'avons entendu une fois dire: faites votre travail, soyez indépendants. Et c'est ça qui va nous sauver si nous respectons scrupuleusement vraiment les critères d'une justice équitable. Si on laisse les magistrats travailler, je pense qu'on peut réussir pour la première fois la grande épreuve vraiment de la reddition des comptes et la grande épreuve de la lutte contre l'impunité par rapport à tout ce que nous avons traversé entre 2021 et 2024. Et de mon point de vue, il faut faire confiance à la justice sénégalaise. Et vraiment ça, j'invite les autorités à le faire, à les laisser travailler tranquillement, à leur donner toutes les ressources dont ils ont besoin, parce que quand même, notre justice est vue, est perçue de façon très positive sur le plan africain et international. Alors, Alioune Tine, si je dis vous, c'est la société civile. Vous avez demandé pendant longtemps aux députés de surseoir au vote de la loi interprétative concernant la loi d'amnistie. Alors, finalement, la loi a été votée, la loi interprétative. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y avait deux moyens d'avoir un consensus ou d'avoir une vision non partisane par rapport. D'abord, c'est de faire une enquête pour savoir la vérité. Une enquête qui doit être faite par un organe indépendant avec vraiment des personnalités indépendantes au-dessus de tout soupçon pour nous dire, bon écoutez, voilà ce qui s'est passé, voilà qui sont les responsables. À partir de ce moment-là, tout le monde s'aligne sur les recommandations qui ont été faites. Ça n'a pas été fait par Macky, c'est Macky qui aurait dû le faire. Ça n'a pas été fait aussi par le nouveau pouvoir. Mais alors que ça fait partie des obligations de l'État. L'autre, puisque ce n'est pas fait, il me semble que quand nous avons, comme on dit, une polarisation, d'ailleurs tout à fait paradoxale, parce que ceux qui avaient proclamé qu'ils allaient, comme on dit, abolir cette loi, ils ne l'ont pas fait. Et ceux qui s'y opposaient et qui ont fait cette loi disent totalement le contraire. Ça veut dire que nous avons un phénomène tout à fait partisan. Et certains disent, mais tiens, vous êtes en train de poursuivre les nôtres pour protéger les vôtres. Mais, donc, on avait besoin au moins d'une concertation, vraiment pour avoir un consensus sur la situation, pour ne pas donner l'impression effectivement que c'est une justice des vainqueurs. Ça aussi, ça a été vraiment une aventure qui a été manquée, quoi. Vraiment, il faut le reconnaître. Alors, on va parler un peu de politique. Le président également, dans son entretien avec la presse le 4 avril, a évoqué un premier ministre fort, super fort même, je pense, si je reprends ces termes exactement. Et vous êtes toujours prononcé comme contre un premier ministre hyper fort. Pourquoi? Écoute, je ne me suis pas prononcé ni pour ni contre. Mais vous êtes contre? Non, je fais un constat. Et quel est ce constat? Mon constat, c'est que tout le monde a reconnu qu'on avait une présidence exacerbée ou un hyper-président. Et tout le monde avait dit qu'il y avait une nécessité absolue vraiment de rééquilibrer. Ça crée un déséquilibre. Aujourd'hui, quand même, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'on a un Premier ministre, comme on dit, un hyper-Premier ministre, qui est doté quand même d'une... C'est totalement différent avec les autres parce qu'il est doté d'une très forte légitimité. Ça, il faut quand même le reconnaître. Cette légitimité fait en tant que, d'abord, président d'un parti politique
qui a eu quand même une majorité absolue à l'Assemblée nationale et bon, qui a été le patron du président actuel. Et le président actuel, il faut quand même comprendre aussi sa posture. Il est, si tu veux, il a reçu une dette à la fois politique et symbolique quand même qui pèse sur ses épaules. Et par rapport à ses propres valeurs, je dis simplement d'être humain et de serrer, qui s'est dit de me gonogoré. Donc, et cette attitude, c'est ce qui se répète de plus en plus. Moi, je dis, bon, on a un conflit, un décalage entre, si vous voulez, l'égalité que confère, si vous voulez, la Constitution et les pouvoirs que donne la Constitution au président de la République et la très forte légitimité du président de la République. Donc, la meilleure des choses, c'est comment créer un équilibre. C'est ça la question de fond. Et comment il faut faire pour créer un équilibre. Je pense que il faut aborder ce débat avec beaucoup de sérénité, beaucoup de responsabilité, sans trop dramatiser. Vous savez, il y a une très forte dramatisation, alors que ce sont les événements et les circonstances qui nous ont imposé cette situation. C'est pas du fait, la responsabilité n'incombe ni à Diomaye, ni à Sonko. Maintenant, comment, si vous voulez gérer cette situation avec une bonne intelligence politique, il me semble que c'est la question qui se pose. Parce que dans tous les cas, autant, moi je dis, on n'a pas besoin d'hyper-président, autant nous n'avons pas besoin d'hyper-premier ministre. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment des relations équilibrées, qui marchent parfaitement, comme on dit, un tandem. Un tandem où les deux marchent très fort. Parce que pour que le Sénégal marche, il faut que les deux marchent très fort. Voilà. Alors, vous avez parlé de dramatisation. Est-ce que c'est dramatisé que de dire que les relations entre le nouveau pouvoir et la société civile, que ces relations sont conflictuelles? Disons, on ne comprend pas le nouveau pouvoir par rapport, surtout bon, le président et le premier ministre, par rapport à leur attitude avec la société civile, avec laquelle ils ont travaillé pendant longtemps. Et même les parlementaires de la majorité qui vous ont... non, les parlementaires, je leur parle. Vraiment, il y a pas mal de parlementaires, de ministres, je leur parle de hauts fonctionnaires, je leur dis, hein. Bon, parce que votre appel à la concertation n'a pas été bien apprécié, bien reçu. C'est ça qui m'étonne. Parce que quand vous avez 20 organisations de la société civile, d'ailleurs qui le font sur un mode très modéré, hein, parce que d'habitude la société civile attaque, discute, machin, etc. Mais là, vraiment, c'était presque sur un appel. Et il me semble qu'il faut que l'État soit ouvert, écoute de l'autre côté. C'est-à-dire, il ne faut pas utiliser, si vous voulez, la majorité de façon mécanique. Ce que d'ailleurs, c'est pas bon, hein. L'autre appelle la tyrannie de la majorité. Donc, c'est en réalité faire la même chose que les autres ont fait. Or, il me semble que les autorités actuelles doivent se mettre dans la tête que nous sommes vraiment dans un processus de révolution citoyenne, de changement systémique. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le minimum de concertation avec la société civile et même avec l'opposition, ça changerait de ce qu'on a vécu, où vous avez la force, où c'est le rapport de force qui va. Ça va être comme du Trump. Aujourd'hui, c'est une tendance globale dans le monde, hein, les régimes autoritaires, populistes, illibéraux, où effectivement j'ai ma majorité, j'ai la force, j'y vais. C'est une tendance, mais une tendance quand même qui n'est pas bonne, une tendance qui inquiète aujourd'hui de plus en plus et qui stresse de plus en plus. Même aujourd'hui, les institutions les plus froides, comme les institutions financières, aujourd'hui sont toutes dans la tourmente à cause effectivement de mesures que personne ne comprend, de mesures hors normes, de décisions hors normes et puis de leaders hors normes. C'est ça que nous avons dans le monde actuel aujourd'hui aux États-Unis, un peu en Europe, et puis la montée inquiétante
de l'extrême droite Oui. et de l'idéologie fasciste et vraiment du suprémacisme blanc, vraiment totalement décomplexé, affirmé. Vous voyez des gens qui quittent les États-Unis pour aller soutenir l'extrême droite en Allemagne, en Italie. Ailleurs, même les Européens aujourd'hui n'en reviennent pas. Donc, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est en train de changer. Et de mon point de vue, nous, le Sénégal, on l'a dit, hein, parce que dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire globale de la démocratie, on fait l'histoire de la démocratie aux États-Unis avec ce qui s'est passé, avec la naissance de la République, il faut le dire, hein, la rupture avec la Grande-Bretagne, le Royaume, c'est la naissance de la République. En France aussi, l'histoire de la démocratie qui s'est passée aussi, c'est l'histoire de la naissance de la République. Et les valeurs de la République ont été coïncidées avec les valeurs de la démocratie. Parce qu'à l'époque même du 19e siècle, les Américains, les pères fondateurs n'aimaient pas le mot démocratie. Hein. Démocratie, c'était anarchie. C'était la foule, c'était un peu aussi ce qui se passait en Athènes. Et ça, ils n'en voulaient pas. Et le contraire, c'est la démocratie représentative. Et la démocratie représentative et l'état de droit, c'est l'équilibre des pouvoirs. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Alioune Tine, il y a également cet appel au dialogue national prévu en mai prochain, vers la fin du mois, 28 ou 29. L'appel du président de la République pour ce dialogue national, comment vous l'accueillez? Vous êtes partie prenante? Vous Absolument. Êtes moi, je soutiens... Pour les termes de référence également? Moi, je soutiens l'appel au dialogue. Oui. Nous-mêmes, nous avons demandé à plusieurs reprises l'appel au dialogue. Personne ne sera surpris de voir Alioune Tine dire à l'opposition et le pouvoir, ne boycottez pas le dialogue. Il faut dialoguer. Allons au dialogue. Allons au dialogue. Parce que moi, je me dis, de toute façon, il faut être au dialogue, il faut être là, il faut être présent pour le Sénégal. Il faut être là, il faut être le dialogue pour reconstruire ensemble le Sénégal. Parce que ce qu'on appelle, comme on dit, la transformation systémique, ce n'est pas un parti qui le fera. Et on ne laissera pas un parti le faire. Donc notre contribution à cette transformation systémique, nous serons toujours là pour dire ce que nous pensons, comment nous voyons les choses, et pour appeler toujours aux Sénégalais à dialoguer, et à arrêter cette guerre d'information. Quand vous voyez ce qui se passe comme guerre d'information, tous les jours que Dieu fait, avec le nombre de trucs que nous avons, comme on dit, de plateformes un peu partout, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et ça devrait inquiéter le pouvoir en place. Parce que, en réalité, nous avons une poursuite du Gatsa-Gatsa. Et ça n'apporte absolument rien à ce pays, ni au débat démocratique, ni effectivement à l'évolution, au développement que nous voulons voir vraiment au Sénégal. Alors que nous sommes dans une situation totalement chaotique où il nous faut innover, réinventer vraiment un nouveau Sénégal. Et ça, c'est très important de le dire autant à l'opposition qu'au pouvoir. Pour terminer, le point saillant dans l'actualité sociale, ce sont les licenciements. Vous devez être actuellement un mur de lamentation à force de recevoir des complaintes de travailleurs, aussi bien du public que du privé, remerciés. Et nous venons d'apprendre qu'il y a également des policiers génies au nombre d'un peu plus de 300 qui viennent d'être libérés également. Là également, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes sérieusement, et je dis gravement préoccupés aujourd'hui par la situation des licenciements de travailleurs. Tous azimuts. Ce n'est pas normal. Et de mon point de vue, ce n'est pas ce qu'on attend du pouvoir actuel. Ce qu'on attend du pouvoir actuel, c'est de recruter, c'est de régler la question du chômage. Mais vraiment, c'est de ne pas avoir ces licenciements. J'en parle parce que, comme j'ai dit, chez moi, c'est le mur de lamentation. Et j'ai vu des gens pleurer dans mon bureau. Parce qu'ils ne pouvaient plus payer la scolarité, ils ne pouvaient plus payer la location, ils ne pouvaient plus payer et des choses élémentaires que je ne peux même pas avouer ici. J'ai vu des dames pleurer dans mon bureau. Et donc je les ai reçus, les gens du port, de CDC, de Dakar, d'Emdik. Tous sont passés dans notre bureau. Aujourd'hui aussi, peut-être après, peut-être que les policiers vont passer aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et vraiment, nous invitons, comment dirais-je, le Premier ministre Sonko et vraiment Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, à revoir vraiment leur méthode
et à reconsidérer la question des licenciements, à discuter avec les gens, même si les gens doivent partir, que des plans sociaux soient organisés de manière à rassurer les gens. Pour les accompagner. Pour les accompagner, ça c'est indispensable. Merci beaucoup Alioune Tine. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.